Oui, merci de cette invitation. Marx était-il écolo? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que Marx soit un nom qui dise encore beaucoup de choses. Pour les vieux comme moi, oui, mais pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui s'est un peu évanoui. Donc Marx est mort en 1883, c'est-à-dire au moins 2 éternités avant nous, et on lui a prêté une doctrine, le marxisme, qui a servi en quelque sorte de soubassement au Parti socialiste d'abord, puis au Parti communiste, à l'Union soviétique, à la Chine, etc. etc. Voilà. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de dégager Marx de toute cette gangue qu'a été le marxisme. Et j'ai envie de dire, comme au début de la pièce de Warzine, où Marx revient sur Terre, il dit « Je suis revenu pour laver mon nom ». Alors, moi, je me suis un peu employé à essayer de laver son nom et de montrer qu'il avait autre chose à nous dire que ce qu'on a vécu au cours du siècle dernier. Alors, pour commencer, je vais donner une citation d'un philosophe qui ne court pas les plateaux, parce qu'il est un peu plus compliqué et un peu plus subtil que ceux qui occupent les plateaux de télé, qui s'appelle Jean Vioulac, qui est quelqu'un qui a une quarantaine, cinquantaine d'années, dans un livre en 2 volumes qui s'appelle Métaphysique de l'Anthropocène. Voilà. Voilà ce que dit Jean Vioulac. Il dit « Marx avait dit que les révolutions sont la locomotive de l'histoire mondiale. Mais il se peut que les choses se présentent tout autrement. Il se peut que les révolutions soient l'acte par lequel l'humanité qui voyage dans ce train tire les freins d'urgence. » Voilà. Alors, je pense que c'est la question à laquelle on est confronté. Est-ce qu'on va tirer les freins d'urgence ? La question qu'on va se poser, au fond, ce soir, c'est de savoir si Marx peut nous être utile, au moins pour trouver l'endroit où est le frein d'urgence. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, en lisant Marx, comprendre cette crise qu'on appelle de l'Anthropocène, pour désigner la période dans laquelle l'humanité est devenue un facteur géologique. Voilà. Et, ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser les œuvres de Marx soit aux historiens et aux rats de bibliothèque, ou, comme le disait Marx lui-même à propos d'un de ses manuscrits, il faut le laisser à la critique rongeuse des souris. Alors, si je m'en tiens à la formulation « Marx était-il écolo ?», je pense que la réponse est claire, c'est non. Et non, parce que, sans vouloir m'engager pour lui, il ne sera plus là pour protester, je doute qu'il soit dans le même parti que Sandrine Rousseau. Voilà. Bon. En revanche, si on veut essayer de comprendre quelle est la pensée de Marx sur les rapports entre l'homme et la nature, eh bien, je crois qu'on verra qu'on peut trouver chez lui des idées, des concepts qui nous permettent de repenser à nouveau frais une véritable doctrine, je dirais, écologique, pour aller vite. J'essaierai de montrer que la pensée de Marx nous sort de l'environnementalisme, c'est-à-dire cette thèse sur laquelle il y a les hommes d'un côté puis l'environnement de l'autre, qui est une thèse que philosophiquement je refuse, et que toutes les questions oiseuses du genre est-ce qu'il y a des droits de la nature, etc., peuvent être facilement résolues si on change d'abord. Alors, pour cela, dans un premier temps, je vais essayer de dessiner à grands traits la manière dont Marx conçoit l'homme dans la nature. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer que la vision traditionnelle qui fait de Marx le penseur du productivisme, genre le plan soviétique, ou d'un Marx progressiste fanatique, est une vision complètement erronée, même si le marxisme standard, ce que j'appelle le marxisme orthodoxe, a pu laisser dans le public cette image. Et puis dans un troisième temps, je m'appuierai sur un auteur, d'un philosophe qui est un jeune philosophe, il a 38 ans, et en plus, il n'est pas de chez nous, il est japonais. Et c'est un étudiant de Marx, si j'ose dire, qui travaillait à la nouvelle édition des œuvres complètes de Marx, qui s'appelle Kohei Saito, qui, du haut de ses 38 ans, a déjà fait faire des progrès considérables à la recherche sur ce qu'a vraiment écrit Marx. Et Kohei Saito essaie de penser le communisme de Marx dans une perspective de décroissance, qui pour lui est le seul moyen de sauver la société humaine. Et donc, avec Kohei Saito, j'essaierai de proposer un Marx pour l'époque de l'Anthropocène.
Alors tout d'abord, comment Marx conçoit les rapports de l'homme avec la nature? En fait, il faut mieux dire l'homme dans la nature, hein, plutôt que les rapports de l'homme avec la nature, pour souligner que l'homme est d'abord et fondamentalement un être naturel. Voilà. Et qu'il ne peut, comme tous les êtres naturels, vivre que dans ce rapport constant avec l'environnement des autres êtres naturels. Et c'est vrai, alors de l'homme, mais au fond tous les êtres vivants sont comme ça. On n'est pas très différents de ce point de vue-là. Hein. Les vers de terre dans le jardin cultivent la terre à leur manière. Bon, le jardinier trouve que ça lui est utile, mais le ver de terre, il se contrefiche de savoir si c'est utile au jardinier ou pas, ce qu'il fait. Les ragondins, eux, peuvent avoir des actions destructrices sur l'environnement, puisqu'ils vont vous faire effondrer les rives des rivières. Bon, les espèces invasives chassent les autres. Et la nature, dont nous faisons partie, dont nous suivons le cours, la nature, ce n'est pas un grand ensemble harmonieux dans lequel tout a été calculé par un dieu ingénieur, en quelque sorte, de sorte qu'on est le meilleur des mondes possibles. Non. Voilà, la nature, c'est comme ça. Vous avez des ragondins, des vers de terre, et puis vous vous débrouillez avec tout ça. Alors je vais commencer par une citation. Je vais essayer de limiter les citations quand même. Mais bon, des formations professionnelles, hein. Vous m'en excuserez, une citation qui est tirée d'un des premiers écrits de Marx datant de 1844, où il parle de l'universalité de l'homme. Pourquoi l'homme est un être universel? Parce qu'il distingue des autres êtres vivants. Elle apparaît précisément dans l'universalité qui fait de la nature tout entière son corps non organique. La nature tout entière, elle est notre corps. Corps non organique, parce qu'on n'y est pas lié organiquement, mais c'est notre corps. Au fond, la nature, elle est ce qui nous fait. Nous sommes en interaction continuelle avec les autres éléments de la nature, et il est impossible de séparer l'homme de la nature. La nature, le corps non organique de l'homme. Je trouve que c'est une formule qui résout bien des problèmes d'un seul coup, parce qu'on n'est pas obligé de se poser la question, comment est l'homme par rapport à la nature? L'homme, il est dans la nature, il en fait partie. Il n'y a pas à inventer une nature extérieure. Et d'ailleurs, je pense que l'idée d'une nature extérieure à nous n'a pas de sens. Voilà. On peut parler de nature que parce qu'il y a des hommes qui peuvent en parler et qui en vivent. Sinon, qu'est-ce que c'est que la nature sans l'homme? Vous en savez quelque chose? Moi, pas. Personne n'en sait rien. Même la nature que nous imaginons sans nous, par exemple, à l'époque des dinosaures, ben c'est nous qui l'imaginons. À partir de nos propres concepts, à partir de nos propres idées, de notre propre manière de penser la nature. Voilà. Donc, la nature, nous dit Marx, c'est-à-dire la nature qui n'est pas elle-même le corps humain, vous voyez, est le corps non organique de l'homme. L'homme vit de la nature. Cela signifie la nature est son corps, avec lequel il doit maintenir un processus constant pour ne pas mourir. Dire que la vie physique et intellectuelle de l'homme est indissolublement liée à la nature ne signifie pas autre chose que la nature est indissolublement liée avec elle-même, car l'homme est une partie de la nature. Voilà. C'est un peu répétitif, mais il vaut mieux répéter deux fois les choses. L'homme est une partie de la nature dont il suit le cours, disait notre maître Spinoza. Voilà. Alors, Marx part de ça. Hein. Il ne parle pas... il n'est pas du tout dans la lignée des philosophes du XVIIe siècle qui voulaient faire de l'homme le maître et possesseur de la nature. C'est une idée qui est absurde pour Marx. Hein. Être maître et possesseur de la nature, c'est une phrase qu'on trouve chez Descartes. Et Marx n'a pas changé d'avis. Alors, si j'avais le temps, je pourrais le montrer que il écrit ça en 1844, il a 26 ans. Hein. À 60 ans, quand il écrit le Capital, il dira la même chose. Il dira la même chose. De toute façon, bien plus documenté que ça. Notamment, j'y reviendrai, il dit beaucoup de choses concernant l'agriculture. L'agriculture. Voilà. Je veux dire que Marx est un promoteur d'agriculture bio. Il y en a beaucoup qui seraient surpris s'ils entendaient ça. Mais c'est pourtant la vérité. Quand on lit, on prend le temps de lire les textes de Marx. Hein, qu'on me permette une incise. Beaucoup de gens parlent de Marx et n'ont jamais rien lu. Ou ils ont lu des résumés de marxisme édités par les écoles marxistes des partis marxistes. Ils n'ont pas lu Marx le vrai, les textes qu'on a sous les yeux. Parfois même, ils n'ont tellement pas lu qu'ils lui font dire exactement le contraire. Il y a un bon exemple là-dessus.
c'est un philosophe du Parti communiste, Lucien Sèvres, qui dit on est incroyablement aveugle. Il dit nous avons répété pendant toute notre vie que la liberté de tous est la condition de la liberté de chacun. Il dit Marx, c'est exactement le contraire. Il dit pourquoi est-ce qu'on a dit le contraire de ce qui était sous nos yeux? Ça, c'est une réflexion à mener. Pourquoi est-ce qu'on a fait dire à Marx le contraire de ce qu'il dit quand on lit ses textes? Moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire ces textes, ça m'a occupé un peu ma vie, mais bon. Voilà. Il y a une autre définition du rapport à la nature qui parcourt les textes de Marx, c'est qu'il dit que le travail est le métabolisme de l'homme et de la nature. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? C'est l'échange d'énergie et de matières premières. Et le travail, c'est rien d'autre que ce métabolisme qui fait que nous pouvons nous assimiler la nature, donc nous pouvons faire des parties extérieures à notre corps des éléments de notre propre corps, et que nous modifions en retour la nature en renvoyant des parties de notre corps dans la nature, par exemple le CO2 quand on respire. Métabolisme. Et de ce point de vue, le travail, c'est ce qui permet d'accomplir ce métabolisme. C'est donc pas une question secondaire. Quand j'entends des gens qui disent « faut le droit à la paresse, le travail », c'est une sinistre blague. On est bien obligé de travailler puisque c'est ça qui nous fait vivre. Marx dit même le travail est l'essence de l'homme. L'essence, c'est-à-dire c'est ce qui nous fait être. Il ne dit rien d'autre. Alors, il y a quand même une différence entre l'homme et les autres êtres vivants. C'est que l'homme agit d'après sa propre pensée. Voilà. Il n'est pas lié à une existence déterminée, particulière. Il agit en fonction de ce qu'il pense. Il y a un texte qui est parfois, jadis quand on faisait de la philo en terminale, on l'étudiait en classe, où Marx écrit ceci, dit « Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature. L'homme y joue lui-même, vis-à-vis de la nature, le rôle d'une puissance naturelle. » Voilà, le jardinier, le paysan sont des puissances naturelles vis-à-vis de la nature. Ce n'est pas des êtres artificiels, tout ça. Et les vaches sont des êtres, même les vaches d'élevage, sont des êtres naturels, sélectionnés par la puissance naturelle de l'homme. Voilà. Les forces dont le corps est doué, bras et jambes, têtes et mains, il les met en mouvement afin de s'assimiler les matières, en leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps, il s'agit pour ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie. Il modifie sa propre nature et développe les facultés qui y sommeillaient. Intéressant. Hein. Le travail, c'est ce par quoi nous développons les facultés qui sont en nous, mais qui seraient restées en sommeil si nous n'avions pas eu à travailler. Voilà. Le travail, ça éduque, hein, tout le monde le sait. Comment? Oui, ça éduque, oui. Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail, où il n'a pas encore dépouillé son mode purement instinctif. Notre point de départ, c'est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience qu'il détermine comme loi de son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. C'est un texte formidable. Qu'est-ce qui fait que le travail de l'homme, c'est pas la même chose que celui des abeilles? C'est que l'homme l'a pensé. Alors ça, une nouvelle incise, on vous a peut-être répété, pour ceux qui ont entendu des choses sur Marx, que c'est un matérialiste. Un matérialiste qui vous dit qu'est-ce qui est à l'origine, c'est les idées qu'on a dans la tête. C'est un drôle de matérialisme, ça. Bon. Alors, voilà, le travail, c'est donc quelque chose absolument essentiel chez Marx. Quelque chose d'essentiel. C'est la nature de l'homme qui est en cause là-dedans, dans ses rapports avec la nature extérieure. Cependant, la division de la société en classes, qui apparaît il y a très longtemps, néolithique, en fait les premières grandes cités, là où on a commencé à domestiquer les hommes, parce qu'après avoir essayé de domestiquer les animaux, on a surtout domestiqué les hommes, quand on les a fait travailler pour prélever les impôts en blé, en riz, etc.
Eh bien, la société en classe modifie la manière dont le travail affecte l'homme. Marx va parler de travail aliéné. Pourquoi c'est un travail aliéné? Eh bien, parce que dès lors où vous travaillez sous la contrainte de quelqu'un d'autre, et dès lors où vous n'êtes plus dans ce rapport immédiat avec la nature, dans la mesure où la propriété, par exemple, ne vous appartient plus, ben Marx il dit qu'on est privé, on est aliéné, c'est-à-dire qu'on est privé de ce qui fait notre essence. Qu'est-ce que fait la division de la société en classes? C'est qu'elle prive l'homme de la nature. Voilà. Alors, donc, dans son essence, l'homme ne fait qu'un avec la nature, il humanise la nature pour incorporer ce qui est utile à sa vie, et ce faisant, il se pose lui-même comme un être naturel. Et ici, il faut comprendre la nature dans la seule acception qui soit cohérente. La nature, c'est la nature en tant que l'homme l'habite. Voilà. Ça renvoie à quelque chose qui a été développé dans une toute autre optique par un géographe qui s'appelle Augustin Berg et qui développe la notion d'écoumène, qui est une notion extrêmement intéressante. Il essaie de penser une éthique de l'environnement à partir de cette notion d'écoumène. Il dit la seule chose intéressante, c'est la nature que nous habitons. Alors il dit l'habiter la nature, ça peut aller très loin. Quand vous envoyez un petit satellite sur Mars, vous habitez Mars d'un certain point de vue. Mais c'est ça qui est le seule chose qui soit concrète, et la seule réalité. Après, nous pouvons construire des tas d'abstractions scientifiques, ça c'est autre chose. Bon. Alors, deuxième point, dans le Capital, Marx commence le Capital ainsi, dit « La richesse dans le mode de production capitaliste apparaît comme une immense collection de marchandises. » Voilà. Nous croyons que la richesse, c'est l'accumulation des marchandises, celles qu'on voit dans les rayons des supermarchés, par exemple, ou celles qu'on voit dans les foires. Je ne sais pas, il y a des marchés, par exemple, où on trouve encore des accumulations de marchandises absolument gigantesques. Ce que fait le capitalisme, c'est qu'il transforme la richesse sociale en valeur. Et la richesse et la valeur, c'est pas la même chose. La valeur, c'est la conversion en argent, en équivalent, de ce qui a été produit par le travail humain. Mais ça n'est pas la richesse. La richesse, ça peut être toute autre chose. Dans nos sociétés, la richesse se confond avec la valeur. Vous êtes riche, combien vous valez? C'est-à-dire combien vous avez sur votre compte en banque. Mais la richesse comprend aussi des biens naturels. L'eau, c'est une richesse. D'ailleurs, jusqu'à des temps très récents, qu'on fasse payer l'eau paraissait inimaginable. L'air à peu près pur, c'est une richesse pour nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans cet air pur? Voilà. Le soleil, la nature en général, c'est une richesse. Un beau paysage sous votre fenêtre, c'est une richesse formidable. C'est inévaluable, Donc c'est pour ça qu'on peut vous la saccager, sans problème. On va vous y planter toutes sortes de choses bizarres, où il n'y a même pas un Don Quichotte pour venir les enfourcher. On met ça sous votre fenêtre. Mais ce paysage, c'est une richesse. Voilà. Et les humains, la compagnie des autres, c'est une richesse. C'est peut-être la richesse la plus importante pour nous. Alors, du point de vue du capitalisme, c'est-à-dire que cette immense collection de marchandises, eh bien, tout ça n'a pas de valeur. Voilà. La valeur est autre chose. Autrement dit, et j'ai insisté là-dessus, le but du mode de production capitaliste, ça n'est pas de produire des biens de consommation, le capitaliste n'en a rien à faire, c'est de produire de la valeur, c'est-à-dire de l'argent, et d'en accumuler toujours plus. C'est tout. Le système ne fonctionne que comme ça. C'est la loi et les prophètes, comme dit Marx, en parlant de l'accumulation du capital. Et de ce point de vue, le monde de l'économie, c'est-à-dire celui de l'échange des valeurs, c'est un monde inversé. Pourquoi c'est un monde inversé? Parce que nous travaillons pour produire ce dont nous avons besoin, pour vivre, pour vivre confortablement, etc., pour jouir de la vie. Mais dans l'économie capitaliste, les choses marchent à l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Non pas pour satisfaire des besoins, mais pour que les marchandises soient vendues et que le possesseur de ces marchandises qui les vend accumule de l'argent. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce monde absurde
dans lequel on va vous chercher du travail, non pas pour satisfaire un besoin, mais pour accumuler de la valeur à l'autre bout. Si d'ailleurs on cessait, je vais y revenir là-dessus, si on cessait de fabriquer un certain nombre de choses qui nous sont plus ou moins utiles, le capitalisme s'effondrerait. Il dirait, mais, et si vous dites ça aux gens, ils disent, ouais, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pauvres gens, les gens qui travaillent à produire les 1000 et un gadgets qui encombrent notre société? Qu'est-ce qu'ils vont faire si on ne le fait plus? Oui, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pour vivre, on vit pour produire. Voilà. Donc c'est bien un monde inversé. Donc, le mode de production capitaliste, comme le dit Marx, c'est une contradiction en procès, une contradiction qui se développe. La croissance capitaliste est en même temps la destruction des forces productives de l'humanité. La destruction de nos richesses, la destruction de nos paysages, la destruction de nos matières premières, etc., etc. Et Marx dit, assez tôt d'ailleurs, les forces productives se transforment en forces destructives. Bon. Vous regardez, hein, les forces productives gigantesques qu'on avait accumulées avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, on a eu un grand boom de développement capitaliste. Comment elles ont terminé? Hein, on peut passer ici un petit diapo avec les photos de Dresde, Hambourg, Hiroshima, Nagasaki, etc., etc. Les forces productives du capitalisme, elles se réalisent comme ça à la fin des fins. À Dresde ou à Hiroshima. Alors, Marx est parfaitement conscient que la croissance capitaliste détruit les deux sources de la richesse qui sont la terre et le travail. Voilà. Le capital saccage tout. Non seulement la nature, mais aussi la vie des travailleurs. Et là-dessus, il y a des pages et des pages dans le Capital de Marx qui sont tout à fait éloquentes sur comment les gens vivent et à quoi on les a réduits et à quoi ont servi les machines. Les machines n'ont pas servi à alléger la peine des hommes, mais à extraire toujours plus de plus-value, c'est-à-dire à fabriquer toujours plus de valeur et à rendre la vie insupportable. Marx fait remarquer d'ailleurs que la machine a été un excellent outil pour mettre au travail les petits-enfants. Oui, parce que le travail à l'ancienne, c'est le travail physique qui demande d'être costaud, quoi. Il faut être au moins un adulte. Mais quand vous avez des machines, eh bien, vous pouvez prendre un enfant pour servir des machines. Et même, on prenait dans les filatures des enfants suffisamment jeunes pour que leurs doigts ne soient pas encore trop gros. Et quand on a parlé d'interdire le travail des enfants, tous les patrons des filatures ont dit « mais vous n'y pensez pas. Ça sera la ruine de l'industrie si on interdit le travail des enfants. Parce qu'on a besoin de ces petits doigts agiles. » Voilà. Alors Marx, il voit bien que la croissance capitaliste nous mène à une contradiction. Hein, Alors, comment on s'en sort généralement de cette contradiction dans le capitalisme? Ça s'appelle une crise. Et qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est une destruction massive de valeurs. Et puis après, on repart à zéro. La croissance économique n'a jamais été aussi puissante qu'après les guerres. Une guerre, c'est impeccable. Il vous faut une bonne guerre. Si vous regardez la situation actuelle, il faut peut-être se poser cette question-là et se demander si on n'est pas justement dans la préparation, comme pour un certain nombre d'États, le bilan de faillite est là, une bonne guerre, ce serait pas mal. Alors, jusqu'où peut aller cette accumulation du capital? Alors, Marx, au début, il n'est pas très clair sur la question, et après tout, on peut se dire que rien n'empêche l'accumulation du capital de se poursuivre. Par exemple, le capital a conquis toute la planète. Bon, il y en a qui me disent qu'il reste encore l'Antarctique, mais bon, c'est moyen pour y développer une exploitation dans l'Antarctique. Donc, en extension, si vous regardez sur les 40 dernières années, le nombre de centaines de millions de travailleurs supplémentaires, nous, on ne s'en aperçoit pas, hein, parce que comme on fait partie des privilégiés de la planète, mais nous vivons parce qu'on a mis au boulot, dans l'industrie moderne, des centaines de millions de travailleurs en Chine, en Inde, au Bangladesh, en Éthiopie, etc., etc. Voilà. Bon, le problème, c'est que cette extension a des limites sur celle de la planète. C'est pour ça qu'un conseiller de l'actuel président des États-Unis dit qu'une civilisation qui se respecte doit avoir au moins 2 planètes. Donc, il se prépare à s'envoler. Bon, qui s'envole, ça sera très bien. Ils nous feront des vacances. Et puis, on peut se dire aussi qu'il peut aussi se développer intensivement, en intention. Par exemple, il occupe toute une série de zones qui n'étaient pas
celle du capitalisme. Par exemple, le développement de la nourriture industrielle. On se nourrit de moins en moins chez soi. De plus en plus, les gens vous invitent au restaurant, où ils ont pris un traiteur, ils ne se sont pas embêtés à faire la cuisine. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire de plus en plus de zones de notre vie sont soumises au contrôle de la marchandise. Voilà. Alors, jusqu'où ça peut aller, hein, si tous les secteurs sont progressivement conquis? Eh bien, on peut penser qu'à un moment donné, il y a une limite objective à cette croissance, et que donc il n'y aura pas de croissance illimitée. Hein. Il n'y aura pas de croissance illimitée. Alors, je vais passer, il y a toute une discussion chez les marxistes sur cette affaire-là. Est-ce qu'il y aura une crise finale ou pas du capitalisme? Alors, qu'il n'y ait pas de croissance illimitée, je crois que ça semble aujourd'hui très clair. Hein, c'est un économiste américain, il s'appelait Baldwin, qui disait que penser qu'il y aura une croissance illimitée dans un monde limité, seuls le peuvent les économistes ou les fous. Alors, sans être très clair sur cette possibilité de croissance illimitée, il y a l'idée, notamment chez les marxistes, qu'au fond, la croissance n'est limitée que par le fait qu'elle est capitaliste. Et que si on n'était pas dans le capitalisme, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et vous avez toute une série de francs délires dans la littérature marxiste sur la croissance illimitée. Mais je vais prendre un passage de Marx aussi, qui envisage des choses sous un autre angle. Marx dit « Tout comme l'homme primitif, l'homme civilisé est forcé de se mesurer avec la nature pour satisfaire ses besoins, conserver, reproduire sa vie. Cette contrainte existe pour l'homme dans toutes les formes de la société et tous les types de modes de production. » Encore une fois, le travail, c'est éternel. Voilà. Autant qu'il y a des humains. Quand il n'y aura plus d'humains, il y aura peu de travail, évidemment. Avec son développement, cet empire de la nécessité naturelle s'élargit, parce que les besoins se multiplient, mais en même temps se développe le processus productif pour les satisfaire. Et plus le développement avance, plus on a de besoins. Alors on a tous besoin de téléphone portable. Maintenant, moi le premier, on n'avait pas besoin de ça. Parce qu'on ne l'imaginait pas. Donc nos besoins se sont développés, et plus on a de besoins, plus il y a besoin de production. Bon, alors on pourrait s'arrêter là. Et Marx coupe la chose et dit, dans ce domaine, la liberté ne peut consister qu'en ceci, les producteurs associés, l'homme socialisé, règlent de manière rationnelle leurs échanges avec la nature et les soumettent à leur contrôle commun au lieu d'être dominés par la puissance aveugle de ces échanges. Ils les accomplissent en dépensant le moins d'énergie possible, je souligne. Voilà, ce qu'on doit se fixer, c'est contrôler notre propre travail en dépensant le moins d'énergie possible. Il ne faut pas gaspiller ce qui est à notre disposition, dans les conditions les plus dignes et les plus conformes à leur nature humaine. Mais l'empire de la nécessité n'en subsiste pas moins. Voilà. Il faudra travailler, il faut essayer de le faire en gaspillant le moins possible de notre énergie, pas seulement de l'énergie naturelle, de la nôtre. Le nombre d'heures de travail qui sont dépensées, par exemple, à produire des prospectus publicitaires, à produire des clips publicitaires, à téléphoner aux gens matin, midi et soir pour leur vendre de l'isolation, des panneaux solaires, etc., etc. Vous imaginez le nombre d'heures que ça fait? C'est un gaspillage pur et simple de la richesse humaine. Donc, ce que Marx propose, c'est qu'on économise. Alors ça nous ouvre une porte vers ce qu'on devrait faire. Voilà. Alors, comment est-ce possible? Marx vous dit qu'il ne faut plus être dominé par la puissance aveugle des échanges. C'est parce que nous sommes dominés par la puissance du marché que nous sommes obligés de travailler plus, pour consommer plus, pour avoir plus, etc., etc. Donc il faut sortir de cette puissance aveugle du marché. Il faut sortir de cette idée qu'il faut augmenter la production pour produire de l'emploi. On vous dit c'est chic, on va ouvrir une usine, ça va faire de l'emploi. Mais à quoi il sert cet emploi? Évidemment, je comprends bien aujourd'hui, pour les gens qui vont aller s'employer, ils vont sortir du chômage, ils vont aller dans cette usine, ça c'est évident. Mais si on réfléchit avec un peu plus de largeur de vue,
Je me dis, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'on est obligé d'inventer des trucs pour produire de l'emploi? Bon. Marx dit que le capital, c'est l'agent fanatique de la production pour la production. C'est aussi une bonne définition. Voilà. Alors, à partir de là, je vais passer donc à cette idée qu'il y a chez Marx une critique inachevée du capital. Voilà. Et je vais donner un aperçu sur ce qui se dit aujourd'hui. Marx termine le Capital, livre 1, en 1867. Il n'est pas encore très vieux, puisqu'il est né en 1818. Donc, et puis de 1867 à 1883, il publie des petits textes, des articles, des petits essais, mais les livres 2, 3 et 4 du Capital restent en plan. Il y a une masse de documents, de brouillons, de notes de lecture, etc. Et puis, personne ne s'intéresse à cette masse, parce que c'est le brûlot, ça, en fait. Donc le Capital n'est resté que le plan, c'est pour ça qu'il est resté en plan. Et pourtant, Marx a travaillé d'arrache-pied. Il remet en cause, d'ailleurs, tout son travail antérieur. Il y a un moment donné où il se dit, là, il faut reprendre tout ça. Il avait une devise que les marxistes auraient dû adapter, c'est « doute de tout ». Doute de tout. Voilà. Et il y a deux points qui me semblent importants dans ce sur quoi il travaille entre 1867 et 1883. C'est je le laisse de côté, mais c'est très important, son travail sur les communautés agraires archaïques. C'est une idée qui lui est suggérée par une populiste russe, du temps où populiste n'était pas un gros mot, Vera Zasulich, qui lui a écrit et qui dit « Mais chez nous, on va peut-être pas faire comme chez vous, passer par une phase capitaliste. On a une communauté paysanne, traditionnelle, ça pourrait faire du socialisme tout de suite. » Alors Marx ne sait pas trop quoi répondre, donc il fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire il lit, et puis comme la littérature est en russe, il apprend le russe. Voilà. Et il va commencer à réfléchir à cette question. Puis il va travailler sur les communautés primitives germaniques, à partir des textes anciens, sur l'Inde et sur divers autres pays. Et il va arriver à cette idée que les réflexions sur la communauté agraire archaïque pourraient être de la plus grande utilité pour la société de l'avenir. C'est pas la collectivisation des kolkhozes et les immenses fermes avec des ouvriers agricoles à la place des paysans. Hein. C'est tout à fait autre chose qu'il propose, sur lequel il réfléchit. Et puis, il y a un deuxième point, c'est sur la question de l'agriculture. Et là-dessus, c'est Kohei Saito a écrit un premier livre donc sur la critique inachevée du capital. Il s'intéresse à l'agriculture. Et Marx, qu'est-ce qu'il fait? Comme toujours, il travaille sérieusement, c'est-à-dire il commence à lire les chimistes, les agronomes, il lit les travaux de Liebig, de Johnston et de Frasse. Et puis il commente, il en écrit des tartines sur ses travaux. Et pourquoi c'est une question importante? D'abord parce que si vous envisagez le développement illimité de la production, il y a un problème, c'est est-ce qu'on peut développer de façon illimitée la production agricole? Bon, alors Liebig a une idée, lui. Il dit on peut arriver à compenser les prélèvements qu'on fait sur le sol par des engrais minéraux. C'est un chimiste, hein, qui a des tas de bonnes idées par ailleurs. Marx souligne que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Et puis il va se développer toute une polémique au sein des agronomes allemands. C'est en Allemagne que ça se passe. Et notamment, il y a un nommé De Frasse qui va commencer par dire oui, mais le problème, c'est que la terre, c'est pas simplement des minéraux. Il y a une terre organique. Et donc, il faut savoir comment on va préserver le caractère organique de la terre. Et vos engrais minéraux, ça ne suffira pas. Ça ne pourra pas aller. Alors, c'est tout à fait intéressant, parce que Marx, il lit ça, puis il dit, ben voilà, c'est de la pensée socialiste inconsciente. Frasse n'était pas du tout socialiste, hein, mais Marx dit ça, il dit, mais c'est du socialisme. Et vous voyez, ce qui est socialiste pour Marx, c'est le moment où on commence à se poser la question des limites. Et c'est pour ça que je disais c'est le penseur d'agriculture biologique, parce qu'au fond, c'est exactement ça. Les questions qu'on se pose depuis 30, 40 ans dans l'agriculture chez nous, elles étaient posées là, en Allemagne, en 1880, 1870. Donc tout ça, c'est quand même pas, c'est pas des nouveautés. Et on parle des fois d'écosocialisme, hein, eh bien, pour réfléchir à ce que serait un écosocialisme, on pourrait s'inspirer des discussions de cette époque.
Alors de là, je vais arriver au dernier point. Comment on passe de Marx au communisme décroissant. Alors je vais revenir à mon Kohei Saito. C'est un garçon que j'aime bien. Et donc il a écrit plusieurs livres. Donc le dernier est publié en français sous le titre Moins. On ne peut pas faire plus court. Moins. J'ai dû vous le dire, il a 38 ans, donc il a tout l'avenir devant lui. Son livre Moins a été publié au Japon et vendu à plus de 500 000 exemplaires au Japon. Donc, ah ben voilà, ouais, voilà. Je viens de l'acheter, j'ai pas eu le temps de le lire. Et il a été traduit déjà dans pas mal de langues, dont la nôtre, hein, en italien, en espagnol, en anglais évidemment, et en allemand, puisqu'il travaille beaucoup en Allemagne, Saito. Alors Saito, lui, il parle de l'état de la planète. Alors, il ne va pas chercher midi à 14h, il parle des rapports du GIEC, en disant qu'on pourrait remonter plus loin, au rapport Meadows sur les limites de la croissance, 1971, si je ne m'abuse. Hein. Et il constate que les pays du Nord, voilà, le Nord comment, collectif, c'est ça, ou global, je sais pas comment on dit. Bon, ont pu échapper aux conséquences les plus graves de la dégradation de la planète, tout simplement en externalisant leur production. Pourquoi on est moins pollués, nous? Parce que les usines sont à l'autre bout de la planète. Parce qu'on se bouffe, pardon l'expression, on se bouffe pas notre propre merde, là. Si on était obligé de s'avaler les fumées et tout ce qui est craché par les industries multiples et variées qui font qu'on achète des vêtements qui restent dans le placard parce qu'on ne les met même pas ou on les met 2 fois, qui font qu'on change nos petits gadgets électroniques à chaque fois qu'on a une nouvelle promotion, etc., etc. Si on était obligé de s'avaler tout ça, on le verrait. Mais on a trouvé habile d'externaliser tout ça. Donc c'est passé de l'autre côté. Kohei Saito dit « Le capitalisme peut sembler bien fonctionner, la planète a quand même des limites. Quand il n'y a plus d'espace pour externaliser, les conséquences négatives de l'expansion de l'extractivisme... » Ah oui, il ne parle pas que du climat. S'il parlait que du climat, on pourrait discuter, chipoter, dire ouais, est-ce que c'est bien vrai que ça se réchauffe comme ça? Puis est-ce que ça va être entièrement négatif? Après tout, si on peut avoir le climat de la Côte d'Azur sur la côte de la Manche, peut-être que ce sera plus agréable pour s'y baigner, j'en sais rien, moi. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. Mais là, il ne parle pas de ça, il parle de l'extractivisme, c'est-à-dire du fait qu'on est en train d'épuiser, et avec des méthodes absolument fabuleuses, les ressources minérales. Si toutes les voitures deviennent des voitures électriques, on n'a plus de cuivre dans 30 ans. Plus du tout. Les prochains fils de cuivre, on les fera comment? Bon. Et comment on fera les alternateurs? On mettra des gens pour pédaler, je ne sais pas. Voilà. Donc il parle de ça. Donc l'extractivisme se font ressentir également dans les pays développés. Il y a des limites que le capital ne peut pas dépasser. Le capital vise une multiplication infinie de la valeur, mais la Terre est un espace fini. Quand l'extérieur est totalement épuisé, les anciens mécanismes se bloquent et c'est le commencement de la crise. C'est précisément ça l'essence de la crise de l'Anthropocène. Voilà. Et il montre que cette crise qui est devant nous, que tous les gens, j'en profite, lisez, il y a une excellente bande dessinée, c'est celle de Philippe Biwix, c'est pas lui qui a fait les dessins, qui s'appelle Ressources. Philippe Biwix, c'est un ingénieur spécialisé, c'est un ingénieur des mines, justement, et dans Ressources, il montre très bien qu'on est face à un mur, là, maintenant. Que pour obtenir 1 gramme de n'importe quel de ces métaux précieux qui sont dans nos téléphones, il faut des milliers de tonnes à remuer. Et que il y aura une limite, là aussi. Hein. La bataille sur les métaux rares que les Chinois détiennent quand même pour l'essentiel pour l'instant, c'est une bataille extrêmement importante. Donc on est là face à une limite. Mais alors face à cette possibilité, Saito dit il y a 4 hypothèses. 4 hypothèses pour en sortir. Elle dit la première, c'est le fascisme climatique. Voilà, on s'obstine à maintenir le statu quo, et comme les gens râlent, parce que la situation devient de plus en plus difficile, on a des régimes de plus en plus autoritaires pour étouffer dans l'œuf toute révolte populaire. Voilà. C'est un capitalisme du désastre, dit Saito, qui transformera la crise environnementale en opportunité commerciale, apportant encore plus de richesse. Hein.
L'État tentera de protéger les intérêts des classes privilégiées et réprimera sévèrement les populations, notamment les populations environnementalement vulnérables, notamment les réfugiés climatiques. Donc il dit, voilà, cette première hypothèse, c'est le talon de fer, pour reprendre le titre du livre de Jack London, le talon de fer à l'échelle mondiale. Il dit, deuxième hypothèse, l'état de barbarie. Voilà. Là, il y a désorganisation totale, la production alimentaire ne suffira pas, on aura des vagues de révolte des affamés et des pauvres, et la lutte entre les 1% et les 99% prendra des formes apocalyptiques. La confiance dans les institutions gouvernementales disparaîtrait, et les individus seraient condamnés à ne penser qu'à leur survie individuelle. Donc on retournerait à l'état présupposé par Hobbes de la guerre de chacun contre chacun, qui serait notre état de nature. Troisième hypothèse de Koei Saito, le maoïsme climatique. Je trouve la formule assez drôle. Il dit, pour éviter la pire des situations, qui est la chute de la société dans la barbarie, il est nécessaire d'avoir une certaine forme de gouvernance autoritaire. Il faudrait imposer des mesures d'action climatique du haut vers le bas, en atténuant les tensions entre les 1% et les 99%. Voilà. La Chine, par exemple, est peut-être plus maoïste, mais ils font un énorme travail sur le climat, il ne faut pas se tromper. Et il paraît que les Chinois, cette année, pour la deuxième année consécutive, ont réduit sérieusement leurs émissions de CO2. Ils restent quand même les plus gros pollueurs du monde. C'est normal, vu qu'on consomme que leurs trucs. C'est nous les pollueurs, c'est pas eux, c'est nous. C'est nous, on n'a pas un ordinateur, pas un téléphone portable qui vienne pas de ce coin-là. Rien. Vous regardez vos habits, tous les trucs en plastique, les gadgets qu'on achète un peu partout, tout vient de Chine. Ils en ont aussi, eux. Ah oui, maintenant, oui. Mais par rapport à nous... Oui, bien sûr, mais... Pardon. C'est quand même nous qui avons lancé le truc. Oui. Hein, voilà. Et puis, quatrième hypothèse, dit Koei Saito, il faut tenter d'éviter les trois précédentes. Résister à l'étatisme tyrannique aussi bien qu'à la barbarie. Et il dit, indépendamment d'un État fort, il n'existe pas d'impossibilité à s'attaquer à la crise climatique par le développement spontané de pratiques démocratiques d'entraide. Une telle société future serait juste et durable. Permettez-moi de la nommer ici X, puis après il va vous dire ce que c'est que X. Vous l'aurez compris, c'est cette vision du futur que propose mon livre, la dernière chance qui s'offre à l'humanité pour survivre tout en garantissant la liberté, l'égalité, la démocratie. Elle n'existe que dans cette vision. Et il dit, nous sommes à une bifurcation. Alors il n'est pas le premier à dire ça. La bifurcation, il y a un livre qui est paru il y a une dizaine d'années, qui était piloté par un grand historien, Emmanuel Wallerstein, sur le capitalisme a-t-il un avenir. Et ça regroupe 4 contributions d'auteurs qui ne sont pas du tout, pas nécessairement dans la même perspective. Mais tous les 4 aboutissent à la même conclusion, avec des points de départ un peu différents. Ils disent le capitalisme, allez, 2050. Après, on aura autre chose. Quoi ? Peut-être pire, peut-être mieux. Mais fatalement, on aura autre chose. Et ils partent aussi des impasses dans lesquelles est notre société. Voilà. Alors, Saito montre quelque chose d'intéressant. Il dit, par exemple, on essaie de nous fixer des objectifs de développement durable, les ODD. Voilà. Bon, Saito dit ça, c'est des blagues. Il dit c'est le nouvel opium du peuple. On a l'impression qu'on a fait quelque chose. En réalité, donc, ça nous endort, puis on continue comme avant. On peut donner tant d'exemples de ces objectifs de développement durable. Par exemple, bon, là, c'est presque mort. Là, je parle des... Pas presque mort, mais c'est l'objectif d'électrification totale du parc automobile, adopté par les Européens. Bon, c'est de la foutaise. Oui. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça n'économise rien. Et Koei Saito montre que l'idée qu'on pourrait reprendre la croissance sans consommer plus d'énergie est absolument une idée absurde. Si vous voulez de la croissance, il faudra consommer de l'énergie, vous ne pouvez rien. Alors où on la trouvera, j'en sais rien, on ira extraire la dernière goutte de pétrole au fond du Groenland, c'est pour ça que M. Trump a divisé sur le Groenland. Voilà. Mais on ira, il faudra à de l'énergie, toujours plus d'énergie.
On ne pourra pas faire autrement. Et il dénonce aussi donc, impossibilité de découpler la croissance et la consommation d'énergie. La croissance verte, pour lui, c'est un de ces opiums du peuple. Il s'en prend également au keynésianisme vert, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait relancer la machine par une intervention de l'État qui serait orientée dans le bon sens et qu'on pourrait avoir une croissance vertueuse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en bon français greenwashing. Je lave plus vert. Bon. Alors, je vous renverrai donc au livre puisqu'il est ici, un livre de Kohei Saito, qui est vraiment un très bon livre qui se lit assez aisément. En tous les cas, il y a une critique en règle de toutes les recettes de charlatans qui prétendent organiser des transitions écologiques compatibles avec le maintien de la croissance capitaliste. Alors, Kohei Saito nous propose de sortir de la vision progressiste, c'est-à-dire du toujours plus, et de la vision eurocentrée. Alors, la thèse de Kohei Saito, qui est une thèse que je partage, est celle d'un communisme décroissant. La décroissance s'impose si on veut garder une planète vivable, parce qu'on n'en a pas d'autre. On ne peut rien faire. Cette planète, c'est nous. Voilà. C'est parce qu'on a les pieds sur Terre, sur cette Terre qu'on ne sent même pas bouger, que nous sommes ce que nous sommes. Voilà. Et si on veut éviter les options 1, 2 et 3, je vous rappelle, le fascisme climatique, la barbarie ou le maoïsme climatique, eh bien, il faut une orientation égalitaire, démocratique, qui serait seule susceptible de rendre la décroissance souhaitable. Parce qu'effectivement, on est un peu drogué à la société de consommation. En tous les cas, une chose est claire, il est impossible de maintenir la course que nous suivons actuellement. C'est impossible. Voilà. Et il n'y a pas seulement, encore une fois, le bouleversement climatique, il y a l'épuisement global de toutes nos richesses, sans compter que le bouleversement climatique, indépendamment de savoir si on aura le climat de la côte d'Azur sur les côtes de la Manche, ça peut avoir des conséquences ravageuses. Par exemple, le dégel du permafrost sibérien, on ne sait pas du tout ce qu'il nous réserve. Il y a des tas de petites bébêtes qui dorment dans le gel. Elles vont ressortir avec le dégel du permafrost. Bon. Alors évidemment, il y a tas de gens qui trouveraient ça très bien, ceux qui pensent mettre en valeur toute cette immense Sibérie. C'est aussi un des aspects des guerres actuelles. Qui c'est qui va contrôler ce territoire de 17 millions? C'est ça maintenant, 17 millions de kilomètres carrés, je crois, la Russie. Ou 18 millions. Qui va le contrôler? Ça serait bien aussi de pouvoir faire de la navigation via le pôle Nord. Ça raccourcirait les distances. Bon, pour livrer de la camelote chinoise aux États-Unis, c'est mieux de passer par le pôle Nord. Bon, il y aurait des tas d'avantages. Mais indépendamment de tout ça, c'est au fond la possibilité même de vivre qui nous est posée. Multiplication des épidémies, par exemple, qui est tout à fait quelque chose qui pourrait arriver. Et puis, un changement de vie qui est en train d'affecter, dans ses tréfonds, ce qu'est la vie humaine. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle de communisme, Kohei Saito? Dans le communisme, il y a commun. Voilà. Toute l'histoire humaine, les communs jouent un rôle central. C'est parce qu'il y a des choses en commun que nous partageons, que nous gérons en commun, que nous pouvons vivre tout bêtement. Il y a l'idéal social du libéralisme capitaliste qui est que les individus mènent des existences séparées et au fond ne sont que des atomes isolés qui calculent leur meilleure utilité. C'est absolument irréaliste, ça ne correspond à rien. La vie humaine s'organise par des communautés. Et c'est toujours le bien commun qui devrait nous guider si nous étions un peu sérieux. Bon. Rappel du commun. Le marché et la libre initiative sont efficaces pour produire plus. Mais si le but n'est pas de produire plus, mais de faire moins, bien, il va falloir faire passer au premier plan le bien commun. Communisme, c'est aussi communauté, et il faut accepter de sortir de la drogue de la consommation. Voilà.
C'est une véritable drogue, la société de consommation. Beaucoup de gens s'ennuient mortellement quand ils ont un peu de temps libre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont au supermarché, ils vont dans les galeries commerçantes. Et puis, le fait d'acheter est compulsif. Voilà. Alors ça, moi, je ne condamne pas les gens. Hein. Mais si vous voulez qu'on puisse faire demi-tour, ben, il faut offrir une autre perspective attrayante aux individus et aux collectivités. Il faudrait peut-être réhabiliter justement la vie commune, la vie communautaire. On n'est pas obligé de jouer sur des jeux informatiques derrière son écran contre des individus fantomatiques. On peut très bien se mettre à 4 autour d'une table avec un simple tapis de cartes et un jeu de belote. Et puis on joue à la belote, ou au tarot, hein, voilà, ou au Scrabble. Voilà, c'est économique, écologique et communautaire. Et il s'agit donc de revenir vers ce qu'on avait appelé, avec Ivan Illich, la convivialité. Retrouver le fait qu'on ait des communautés conviviales dans lesquelles on puisse avoir des choses à partager. Partager les joies, les peines. Hein. Alors une communauté, ça suppose des tas de choses. Ça suppose des rites. Alors les rites, ça peut commencer à l'apéro. Ouais. L'apéro commun, bien sûr. Et puis c'est aussi la fête du village, le bal du 14 juillet, tout ça, c'est des rituels. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire revivre cela, encore que. Mais on a besoin de ces rituels communs dans lesquels on se retrouve, dans lesquels on se voit, dans lesquels on est en présence les uns vis-à-vis des autres. Et pas seulement, on ne voit pas nos avatars sur un écran. Voilà. Bon. Problème, c'est que chaque communauté ayant une taille minimale a sa propre vision des choses. Et question difficile pour laquelle je n'ai pas de réponse, pour les autres non plus, hein, c'est des pistes, c'est comment est-ce qu'on peut régler ces questions à une échelle plus large que notre village, notre quartier, la fête des voisins ou je ne sais quoi. Voilà. Bon. Troisième ligne, économiser nos forces. Voilà, il nous faut une production orientée vers la valeur d'usage, donc la durabilité. Si vous avez une voiture qui n'est pas bourrée d'électronique qui tombe en panne tous les matins, ou qui n'a pas des courroies en caoutchouc qui trempent dans le carter, par exemple. Donc, ça sent le vécu, ça, ouais. Et si donc votre voiture peut durer 15 ans, 20 ans, pourquoi pas? C'est pas de problème, hein. Bon, ben vous allez en changer moins souvent. Donc il va falloir qu'on rénove complètement notre manière de répartir les ressources de travail dans la société. Parce qu'on aura besoin de moins de voitures. De la même façon, si vous avez des appareils électroménagers qui durent longtemps, vous avez besoin de moins. Et donc, toute une partie de l'industrie qui ne fonctionne que sur l'obsolescence programmée, vantée par la publicité, hein, eh bien, s'effondrerait. Donc, on a besoin de faire autre chose de ce point de vue-là. Hein. Il faut sortir du marché. Il faut penser une organisation collective. Sans compter qu'on peut se débarrasser de tas de travaux inutiles. Enfin, je veux dire, entre la paperasserie bureaucratique, la publicité, les empilages de couches de direction dans les entreprises, dans les administrations. Enfin, le système soviétique a envahi intégralement le capitalisme d'aujourd'hui. Hein. On marche exactement comme les soviétiques. Bon, on sait aussi comment ça s'est fini. Donc voilà, il faut réorganiser l'affectation des ressources au travail de tous. Alors nous serons peut-être pas moins riches, mais en fait plus riches, puisque nos biens auront plus de valeur. Si par exemple vous possédez un meuble fait en bois d'arbre par un menuisier il y a 150 ans, il est toujours là, il fait toujours sa fonction de meuble. Vous avez pris soin de le cirer un peu de temps en temps, d'empêcher les bébêtes de se mettre dedans. Ce meuble, c'est une richesse pour vous, bien plus grande que si vous avez acheté un machin du constructeur suédois qui, au 3e déménagement, est complètement démantibulé.
Ça aussi, ça sent le vécu. Hein. Bon. Voilà. Non, mais il ne faut pas faire parler l'expérience quand on est vieux. Voilà. Nous serons, en fait, plus riches en produisant moins. Plus riches d'une vraie richesse. Alors, on peut espérer de tout ça une baisse du temps de travail nécessaire. Si collectivement nous perdons moins de temps à produire des choses inutiles, on peut collectivement développer le temps de l'activité libre, le temps où l'homme est à lui-même sa propre fin, comme dit Marx. Encore que sur ce point, ce n'est pas forcément évident. Je serais peut-être moins optimiste, parce que si on baisse le niveau de consommation de techniques qui sont gourmandes en énergie, etc., ben, il va falloir se remettre à bosser, pour de bon, avec les bras et les mains. Par exemple, quand on passe de l'agriculture, où on traite tout avec des immenses rampes, où on vous empeste pour émettre des engrais, des pesticides, fongicides, insecticides et autres cides en tout genre, si vous remplacez ça, vous êtes un agriculteur bio, eh bien, il faut vous occuper de travailler votre terre un peu plus. Et donc, vous avez transformé vos cides en tout genre en temps de travail. Donc, il est possible qu'on soit obligé de bosser. Hein. Et... Oui, pour nous, c'est plié. Oui, mais globalement, pour l'humanité, on sera peut-être obligé de quand même qu'une bonne partie de ce temps qu'on va gagner à pas faire de la publicité, tout ça, on le réaffecte à des activités vraiment productives. Hein, ne serait-ce que faire son jardin, tout ça. Voilà. Donc, là, je laisse plutôt des interrogations. En tous les cas, l'idée de base, c'est de retrouver la maîtrise, reprendre la maîtrise de notre vie. Marx dit que le communisme, c'est la restauration, écoutez bien ça, la restauration de la propriété individuelle sur la base de la socialisation de la production. Restauration de la propriété individuelle, ça veut dire que le travailleur redevient le maître de ses outils, avec les autres. Ça s'appelle une coopérative ouvrière, ça. Mais c'est bien cette perspective d'une reprise de contrôle de la vie, dans la mesure où le travail est l'élément fondamental de notre vie. Et alors ça ne peut marcher que si ça peut marcher, qu'avec une démocratie qui va de bas en haut. Et la démocratie a un avantage, c'est aussi Koei Saito, il dit la démocratie, ça vous oblige à décélérer. Pourquoi ? Parce que pour prendre une décision démocratique, il faut réunir l'Assemblée, et puis dans les assemblées, les gens bavardent, discutent, ne sont pas d'accord. Hein, vous savez que les sociétés indiennes, ce qu'on appelle les Indiens, les Sioux, par exemple, quand ils débattaient, ils pouvaient débattre des jours, parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord. Bon, sachant qu'en dernière année, c'est les femmes qui tranchaient. Donc les gars pouvaient toujours dire ce qu'ils voulaient, ça ne changeait pas grand-chose. Mais ils débattaient pendant des jours. Et donc une démocratie, c'est une perte de temps. C'est pas efficace du tout si on parle simplement en temps. Mais cette perte de temps, elle est très bonne, nous dit Koei Saito, parce que ça va décélérer. On va pas sans arrêt inventer de nouveaux trucs. Là, comme on est tout puissant, les technocrates sont tout puissants derrière leurs ordinateurs, ils demandent à ChatGPT, pour-moi une nouvelle loi, et paf, on en a une. Et c'est ça dont il faut se débarrasser. Bon. Décélération. À l'échelle internationale, là, on peut tracer deux grandes lignes. La première, c'est travailler à la paix. La pire des choses, c'est la guerre. Moi, je vois des tas de gens qui sont pour la guerre aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne l'ont jamais faite. Hein. Moi non plus, je n'ai jamais faite. Mais j'ai un peu une idée de ce que ça pourrait être. Comment ? On a entendu les récits. Oui, on a entendu les récits, on a vu des photos, on a vu des films. Il y en a en ce moment, on les voit. Ben oui, puis on les voit. Et donc, la première chose, c'est travailler à la paix. Hein. Là-dessus, on a des bons maîtres qui nous ont donné de précieuses indications. Je pense au traité de paix perpétuelle de mon cher Kant, par exemple. Donc, travailler la paix. La deuxième chose, c'est qu'il faut renoncer à cette idée que l'humanité va être universellement partout pareil. Voilà. Il n'y a pas d'universalité effective. L'universalité n'existe qu'à travers le fait qu'on est tous des humains, qu'on a tous la même valeur, mais qu'on a chacun notre façon de voir les choses. Et il faut admettre que notre point de vue, auquel nous tenons à juste titre, puisque c'est le nôtre, n'est-ce pas, n'est pas forcément partagé par tout le monde. Et ça, il faut l'admettre.
Il faut sortir de ce point de vue eurocentré qui a été trop longtemps le nôtre. Voilà. Bon. Voilà. Conclusion. Est-ce que Marx est écolo? Ben, peut-être pas, hein, quand même. Mais en tous les cas, c'est un penseur sérieux pour notre époque. Et son avantage, encore une fois, c'est qu'il ne sépare pas d'un côté le monde de la nature et de l'autre côté l'homme. Hein, c'est pas l'homme dans son environnement, mais il pense l'homme en tant qu'il habite le monde. Hein, comme je disais tout à l'heure, selon la théorie de Berck de l'écoumène. Et Marx nous dit aussi, si on l'interprète comme j'ai proposé, hein, qu'on ne peut pas sauver la planète en restant dans le système capitaliste. Voilà. Après, comment on en sort? Je me laisse retrouver. Hein. Mais je pense que ça, c'est évident. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir écouté.